Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité. Ce sera tout à l'heure à partir de 11h moins le quart. Mon invité ce matin, c'est Philippe Fauché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital Trousseau. Et vous publiez un livre chez Robert Laffont, 1 sur 3. 1 sur 3, c'est une femme sur 3 qui a eu un avortement ou aura recours à un avortement. Vous êtes un médecin engagé. Vous militez pour l'allongement des délais de l'avortement. Je voulais qu'on commence parce que votre livre est intéressant parce que c'est le portrait d'un médecin engagé, c'est le portrait d'un médecin qui se dit avorteur. Moi, je trouve que les mots ont un sens et vous dites pourquoi, effectivement, quand on a fait des études de médecine, qu'on se destine à être accoucheur, d'un seul coup, on décide qu'on va consacrer sa vie à pratiquer des avortements pour les femmes. Oui, ce que je dis dans la première page du livre, c'est que personne ne fait médecine pour devenir un avorteur. Ouais. Donc, au départ, je voulais être chirurgien, puis après j'ai choisi la gynécologie obstétrique surtout pour pratiquer de la chirurgie et des accouchements. Et en fait, c'est tout à fait par hasard qu'on m'a proposé un jour un poste dans un hôpital pour m'occuper du planning familial, qui était quelque chose qui m'avait absolument pas passionné pendant mes études. J'avais absolument pas été formé et je suis tombé de là-dedans complètement par hasard. Ouais. Et avec tous les clichés, les fausses idées, et finalement la façon maltraitante de m'occuper des femmes. Absolument, la dureté, ce que vous racontez, la dureté dont les femmes qui viennent avorter sont victimes. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous faites une IVG, vous n'avez pas pris la contraception, comme si c'était une évidence pour toutes les femmes de toute leur vie, prendre parfaitement une contraception et de faire un sans faute. Oui, c'est un sujet qui reste tabou, c'est un sujet qui reste extrêmement polémique. On l'a vu ces dernières semaines. On en parle. Et votre livre sort opportunément à l'occasion des 50 ans enfin pas de la loi Veil, de l'appel des 343 salopes, c'est-à-dire ces 343 femmes qui, à l'époque, avaient signé une tribune dans l'Obs en disant « Moi, j'ai avorté ». Aujourd'hui, des femmes ont pris le relais. Alors, je les ai trouvées un petit peu moins courageuses parce que elles ont dit j'ai avorté ou j'aurais pu avorter, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais à l'époque, il faut se remettre dans le contexte et vous revenez sur ce contexte, c'était très très courageux. Oui, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est important parce que la loi on a besoin encore de progresser dans ce droit à l'avortement. Mais ce qui s'est passé en 71, c'était absolument formidable. Pour la première fois, des femmes bravaient la honte de l'avortement parce que c'était une honte. Il y avait aussi une hypocrisie énorme. Comme le disait Gisèle Halimi, toutes les femmes avortaient, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres. Donc personne n'osait le dire. Ça se faisait en sous-main. Les plus riches arrivaient à le faire très bien en France, voire à l'étranger, et les plus pauvres, elles avaient recours aux avortements clandestins et elles en mouraient. Il y avait une femme par jour qui mourait d'un avortement clandestin en France. Où on en est aujourd'hui, on voit que c'est pas une chose très facile d'avorter, forcément. Il y a de moins en moins de médecins qui pratiquent les avortements. Il y a la clause de conscience, c'est ça, qui existe toujours. On en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la loi a évolué. On n'est plus sur la liberté consentie avec beaucoup de précautions et beaucoup des délais de réflexion, des entretiens qu'il y avait au moment de la loi Veil. Maintenant, c'est vraiment plus un droit. On a supprimé la notion de détresse, on a supprimé la notion de délai de réflexion. Donc la loi a évolué. Elle peut évoluer encore. C'est pour ça qu'on demande que les sages-femmes pratiquent des aspirations et qu'on ait 2 semaines supplémentaires, ce qui n'est pas énorme. Il y a des pays où on va jusqu'à 22 ou 24 semaines. Et puis, ce que j'explique dans le livre aussi, c'est qu'il faut être vigilant sur les moyens, sur l'accès à l'avortement. Des moyens en médecins, en sages-femmes. Il faut que dans les hôpitaux, il y ait des postes de praticiens qui pratiquent des avortements qui soient correctement rémunérés. Il faut qu'en ville, on puisse avoir accès à un avortement. Il ne faut pas qu'il dans les déserts médicaux, faut qu'on fasse des choses pour que les femmes puissent avoir accès à l'avortement. Il y a des nouvelles technologies dont on peut se servir, comme la téléconsultation, etc. Donc en fait, il faut aussi protéger ce droit à l'avortement en donnant les moyens aux médecins, aux sages-femmes de pouvoir pratiquer les IVG. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé ? Vous le racontez dans le livre, quand je dis basculer, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous engager auprès des femmes et dans ce combat pour l'avortement. Il y a plusieurs choses. Il y a surtout une rencontre. La vie, en fait, elle est faite de rencontres, de hasard. Je mets en exergue du livre une très jolie phrase de Mona Ozouf, d'ailleurs, à ce sujet. J'ai rencontré une femme exceptionnelle, engagée pour le droit à l'avortement depuis des années. Je suis allé dans son service et avec elle, j'ai compris qu'en fait, s'engager pour l'avortement, c'était en fait quelque chose d'assez formidable sur le plan humain. Qu'en fait, je faisais quelque chose qui, en dehors de mon métier, dépassait largement les frontières de la médecine, que ça m'ouvrait un horizon sur la
philo, sur la socio, sur plein de choses. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et puis, le contact humain avec les femmes, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout toujours dramatique. Ça, les femmes vous apportent beaucoup. Elles sont soulagées quand elles font un avortement. Et en fait, c'est très riche comme spécialité. Et aujourd'hui, la médecine se féminise. Est-ce que ça change la vision? Est-ce que ça change la vision sur la gynécologie qui n'est pas obstétrique, justement, parce que la plupart des gynécologues se destinent à suivre des femmes enceintes. Mais pour tout ce qui est gynécologie et avortement en particulier, c'était avant beaucoup des hommes, vous les décrivez dans le livre. Est-ce que ça change un peu ou pas tellement? Je pense que ça change. Il ne faut pas dire non plus. Il y a aussi des femmes qui sont maltraitantes avec d'autres femmes. De toute façon, ça, il ne faut pas mettre tout leur propre sur les hommes médecins. Mais en fait, ça change. Maintenant, les jeunes médecins et les jeunes gynécologues, moi je les vois dans les services, les internes, ce sont surtout des femmes. Donc je pense que quelque part, effectivement, ça améliore quand même le contact. Quand on est une femme soi-même, on sait que c'est pas simple tous les mois de contrôler sa fécondité. Voilà, un homme, il n'y pense pas vraiment spontanément. Moi, j'y pensais pas spontanément. C'est pour ça que j'étais pas engagé dans l'avortement au début, parce que ça me touchait pas de près. Je pense qu'une femme, de toute façon, ça la touche forcément. Les chiffres ne baissent pas vraiment? Il y a quoi, 200 000 avortements par an en France, c'est ça? Oui, à peu près, c'est tout à fait stable. Comment on explique ça? Alors, en fait, ça masque deux phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, ça masque le fait qu'il y a de moins en moins de grossesses non prévues. Ça veut dire que la contraception, ça marche et ça se diffuse. Par rapport aux années 70, de plus en plus de femmes arrivent à ne pas être enceintes quand elles ne veulent pas être enceintes. En revanche, quand une femme est confrontée à une grossesse non prévue, elle aura beaucoup plus tendance à avorter que ce qu'elle faisait dans les années 70. Et ça, c'est pour des raisons socio-économiques. Ce qui se passe aujourd'hui, le changement. Les femmes veulent mener une carrière professionnelle, elles veulent avoir moins d'enfants, etc. Donc, du coup, il y a une tendance à plus avorter. Donc, du coup, effectivement, ce chiffre reste constant. Mais il y a aussi beaucoup de progrès à faire sur la contraception, sur l'accès à la contraception, sur le choix de la contraception. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le choix de leur contraception, à qui on impose finalement des méthodes qu'elles ne veulent pas vraiment. Donc il y a beaucoup aussi à enseigner aux médecins, aux sages-femmes, comment bien prescrire une contraception et surtout laisser le choix aux femmes de la contraception. Parce qu'on sait très bien que si on impose une méthode de contraception à une femme, elle va mal l'utiliser. Alors qu'en fait, si elle choisit elle-même sa méthode, même si c'est pas théoriquement une méthode très efficace, finalement, ce sera beaucoup mieux. L'allongement, cet allongement que vous réclamez, vous plaidez donc pour un allongement du délai légal à 16 semaines. Qu'est-ce que ça changerait? Alors, ça changerait finalement quand on voit, ce sont finalement pas beaucoup de femmes. Ça toucherait peut-être un millier de femmes, mais c'est déjà bien. C'est ces femmes qui doivent partir à l'étranger pour obtenir une interruption de grossesse. Et ça mettrait fin à une injustice qui existait déjà dans la loi Veil, qui est que c'est comme toujours, les femmes qui ont les moyens, elles peuvent partir à l'étranger. Les femmes qui n'ont pas les moyens, les mineurs, les migrantes, les étrangères, eh bien elles vont pas pouvoir partir à l'étranger et on les obligera, elles seront donc confrontées à cette grossesse et elles devront la mener à terme alors qu'elles ne le souhaitent pas, ce qui est une violence fondamentale. Oui, alors il y a eu une polémique et je voulais qu'on y revienne sur ces avortements jusqu'à 9 mois de grossesse. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Et il y a eu toute à commencer par Michel Onfray qui a brandi ça. Donc une interprétation complètement fallacieuse. Donc on peut pas avorter à 9 mois. Non, bien sûr que non. En France, on peut faire ce qu'on appelle des interruptions médicales de grossesse. C'est-à-dire, c'est quand il y a une indication médicale. C'est pas sur simple demande. Vous n'avez pas en France une femme qui peut se pointer à 8 mois en disant j'en veux plus, faites-moi une IVG. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est dans certains cas, quand il y a des graves malformations fétales ou quand la poursuite de la grossesse peut mettre en jeu la vie de la mère ou la santé de la mère, y compris la santé psychologique d'ailleurs, et bien là, un comité de médecins peut décider d'interrompre une grossesse. C'est quand même exceptionnel qu'on a jusqu'à 9 mois. Généralement, quand on le fait, on peut le faire à 4, 5, 6 mois. De façon rarissime, exceptionnelle, ça peut être plus tard. Mais on n'interrompt pas comme ça à 9 mois une grossesse sur parce simple que demande. d'un seul coup... Bien sûr que non. Et puis d'abord, les femmes... C'est une façon de penser, moi, qui me choque. Pensez vraiment qu'une femme, elle va se réveiller à 9 mois et en disant faites-moi une IVG. Enfin, c'est mal connaître les femmes. Aujourd'hui, ça reste des femmes de toute sociologie qui ont recours à l'avortement? Absolument, toute femme. Alors, il y a quand même des études qui ont montré, récemment, on a essayé de corréler la pratique de l'IVG avec les revenus socio-économiques. Donc, quand même, ça touche de façon, mais ça, on peut s'en douter de façon un peu intuitive, ça touche plus fréquemment des femmes qui sont de faibles milieux socio-économiques parce que être confronté à une grossesse, moins accès, elles ne pourront pas élever un enfant, ça coûte quand même de l'argent, mais ça touche aussi bien sûr les femmes de tous les milieux, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui pour que les choses soient plus faciles pour les femmes, que l'avortement soit plus accessible? Les choses, il faut les changer par
par le biais de la loi, c'est-à-dire que il y a l'extension du délai. Il y a aussi dans les textes médicaux par l'autorisation de nouvelles techniques, comme je le disais, par exemple la téléconsultation, l'autorisation pour les sages-femmes de pratiquer des aspirations, c'est-à-dire augmenter finalement le nombre de professionnels qui peuvent faire des interruptions de grossesse. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 11 ans d'études pour franchement faire une aspiration ou même donner des comprimés pour déclencher une fausse couche. Donc il faut essayer de multiplier le plus possible les professionnels qui pratiquent l'avortement. Et puis, il y a aussi quand même toujours cette clause de conscience qui est quand même un obstacle, la clause de conscience spécifique à l'avortement. Il existe une clause de conscience générale que on n'obligera jamais un médecin à faire une IVG s'il n'a pas envie de la faire, mais laisser cette clause de conscience spécifique à l'avortement, eh bien, c'est pas bon pour la santé des femmes parce que c'est des barrières, une barrière supplémentaire. Les femmes doivent changer de praticien, faire parfois plusieurs kilomètres, des dizaines de kilomètres pour trouver quelqu'un. Vraiment, Et là encore, ça pénalise les plus précaires, les plus fragiles. Je remarque que c'est quand même toujours, c'est une gynécologue qui me faisait remarquer ça, que tous les progrès qui ont été faits pour les femmes sont toujours ceux qui sont remis en question, la pilule, la péridurale, l'avortement. À chaque fois, ce sont le traitement hormonal, tout ce qui peut aller dans le sens à la santé reproductive des femmes. C'est sûr que si les hommes étaient enceintes, je pense que les choses auraient été beaucoup plus rapides. Non, mais c'est vrai que ce sont sur toutes ces choses que je viens d'énumérer qui améliorent quand même la vie quotidienne des femmes, sur lesquelles il y a eu des polémiques, des inquiétudes, des choses comme ça. Brigitte nous dit les avortements pour raisons médicales, plus de dépistage précoce qui permettent d'éviter de mettre au monde des enfants malades ou handicapés. Je pense que là aussi, ça existait déjà auparavant. Là, on est autre chose. On est sur les pathologies fétales et ça, avec le développement de l'échographie, on met de plus en plus en évidence effectivement des malformations. On n'avorte pas tous les enfants porteurs de malformations. Non, il y a des parents qui... Par exemple, qui veulent garder leurs enfants. Et puis qui se soignent Et puis il y a des malformations qui sont compatibles avec... on avorte seulement les fœtus qui sont porteurs de malformations graves. C'est dans la définition. Maya nous dit, il y a 15 ans, ma gynéco qui pratiquait des avortements disait que ça ne changeait pas le chiffre. Ce qui est important, c'est la prévention, l'information très jeune. Effectivement, on a l'impression que si on facilite l'accès à l'avortement, les femmes vont prendre ça comme moyen de contraception. Je trouve que c'est l'argument le plus stupide que j'ai pu entendre, c'est-à-dire qu'aucune femme n'a recours à un avortement. Ce que disait Simone Veil, aucune femme n'a recours à l'avortement de gaieté de cœur. Effectivement, il faut, en fait, ce que j'écris dans le livre et qui n'est pas, ça vient pas de moi, mais c'est ce qu'on pense beaucoup. Il faut qu'en fait, dans ce qu'on appelle la régulation des naissances ou la planification familiale, la contraception chemine à côté de l'avortement. C'est-à-dire que la contraception, bien sûr, au maximum, va éviter les grossesses non prévues. Mais quand il y a une grossesse non prévue, l'avortement est une solution. Donc c'est une solution qui est complémentaire à la contraception pour que les femmes puissent exercer, en fait, leur liberté de pouvoir avoir un enfant quand elles le souhaitent. Ça, c'est le vieux slogan du MLF. Et il est toujours d'actualité aujourd'hui. Pardon. Et des hommes qui sont étonnés. Il nous dit, je suis ébahi par la décontraction avec laquelle ce sujet est abordé. Oui, c'est peut-être une bonne chose qu'on puisse parler de ce sujet de façon peut-être moins polémique que ça n'a été fait. Il y a toujours les objections religieuses qui sont là. Et après, chacun le fait en son âme et conscience. Bien sûr, les objections religieuses, elles existent. Chacun a le droit d'avoir sa vision des choses. Après, la vision des choses, elle est variable. On peut refuser que les femmes prennent une contraception. On peut être contre la contraception aussi. On peut être contre l'avortement et la contraception. On peut décider que tout rapport sexuel doit être à visée procréative Ça, chacun a le droit de penser ça. C'est pas ce que je pense, mais voilà. À lire vraiment votre livre 1 sur 3 chez Robert Laffont. C'est le livre d'un homme engagé. C'est intéressant parce que c'est votre parcours et on comprend comment effectivement de gynécologue obstétricien, on peut se consacrer à pratiquer des avortements et puis vous rappeler le combat des femmes aussi et ce qui a été ce combat pour les femmes et la difficulté parfois. Vous racontez des situations assez compliquées. Effectivement, Brigitte évoque les faiseuses d'anges. Je pense que ça rappelle beaucoup de choses. En tout cas, c'est un livre important. Merci Philippe Fauché d'être venu ce matin. 1 sur 3 paru chez Robert Laffont. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.